Le balado que vous allez déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal. Bonjour, vous écoutez L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la première saison, enregistrée en 2019-2020 pour choc.ca. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Alex Boily, cofondateur de l'agence Ward & Associés. On parle de ses débuts, de la fondation de l'agence et de sa vision du vin nature qui tourne autour de l'humain. Bonne écoute! Alors, aujourd'hui, on est avec Alexandre Boily de Ward & Associés. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, donc Alexandre Boily, je suis cofondateur de l'agence de vin montréalaise Ward & Associés. Ça va faire une vingtaine d'années que je suis dans l'univers du vin, pas nécessairement vin naturel, mais vin en général. C'est un peu improbable. Je viens du Lac-Saint-Jean, d'une famille où mon père faisait de la construction. Puis éventuellement, en voyageant un peu partout, ben c'est ça, je suis arrivé à la bouffe, ensuite le vin. Puis le vin m'a rentré dedans. Puis j'aime bien l'humain derrière ça, j'aime la culture, voilà. Cool. Tu dis que ça fait une vingtaine d'années. Quand est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu as commencé avec un diplôme de sommellerie? Est-ce que tu travailles en restauration? Comment ça a commencé? Travailler en restauration, à la base, je suis autodidacte, on va dire. Là. Mon niveau scolaire n'est pas très élevé selon les standards. Mais ouais, j'ai toujours été autodidacte, on va dire. J'ai une drôle de manière d'apprendre les choses. Une vingtaine d'années, en fait, j'habitais un peu pour le snowboard puis le skateboard dans l'Ouest canadien. Puis j'ai commencé à travailler dans la restauration le soir. Fait que, anyway, de fil en aiguille, j'ai commencé à cuisiner. Puis je me suis ramassé à Londres à faire la même chose, mais pas le skateboard puis le snowboard. C'est pas la meilleure place au monde. Genre loin de là, mais le skateboard, c'est vraiment cool. Mais ouais, puis à la base, c'est travailler dans les bars jusqu'au temps que je me ramasse mixologue à travailler avec les scotch. Puis là, c'est là le goût, en fait, m'est apparu. Puis le vin, en fait, c'est juste qu'on faisait beaucoup de formations. Puis c'est un Master of Wine de Londres qui est venu me voir à la fin d'une formation. Il a dit, dude, tu goûtes fucking bien. Je sais pas si tu le sais, mais je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Fait que je suis parti de là, puis il me dit finalement que j'étais capable de déceler toutes les saveurs d'un vin, puis j'avais une mémoire de goût intéressante. Fait qu'à partir de là, je suis décollé dans le vin, puis c'est ça. Puis t'as dit que ça t'a rentré dedans. Y a-t-il une expérience qui t'a rentré dedans en particulier? Ben, de savoir que finalement, j'étais pas obligé de me souvenir des noms de tout le monde que je rencontrais, mais je pouvais me souvenir de tout ce que je goûtais, puis que c'était correct, puis ça pouvait même devenir intéressamment comme un métier. J'étais comme, wow, ouais, why not, c'est cool, c'est le fun, il y a plein de couleurs là-dedans. Fait que je suis parti dans ça, mais le reste de ma formation, ça s'est beaucoup fait en voyage au début. J'ai voyagé un peu partout dans le monde, pas nécessairement juste pour le vin, comme de plus en plus ma manière de parler de vin, c'est aussi humain. Pour moi, on va un peu ensemble, là, dans un certain sens. Ça dépend des cultures, mais dans notre culture très proche, le vin fait partie de notre société. Fait que beaucoup en Europe, en Australie, dans l'Ouest canadien, j'ai fait pas mal de trucs en vin, Nouvelle-Zélande aussi. Fait à travers ça, ma formation, elle vient vraiment de pic, rencontre ici, rencontre là. Travail de sommellerie aussi, là, j'aime beaucoup la table, la bouffe. De toute façon, l'un sans l'autre, c'est correct, là, mais à minuit, tout le monde dort parce qu'ils sont trop sous. Fait que c'est le fun d'apporter de la bouffe aussi. À moins qu'il y ait des substances, mais ça, on veut pas. C'est ça pour un autre podcast avec la SQDC. Hey, ça serait vraiment fantastique, ouais. Fait que là, t'es à Londres, t'es un peu partout. Quand est-ce que tu reviens à Montréal? 2009. Ouais, ça va faire un petit peu plus qu'une dizaine d'années que je suis retourné à Montréal. Ouais, dans ces temps-là, j'habitais à Berlin à la fin. Puis c'est un truc de visa, là. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment intéressant parce que ça m'a fait faire un gros tour, un gros voyage international. Mais vu que j'ai pas vraiment été à l'école, ça m'a fait une formation vraiment très intéressante sur les langages, tout ça. Puis sur les gens en général. Puis à Berlin, j'avais déjà un peu en tête de me faire une forme d'agence. En fait, c'est un peu différent, là. Je veux juste me promener, puis être capable de sélectionner des vins puis les rapporter à Berlin, mais c'est comme prévendu pour des gens qui collectionnent du vin mais qui n'ont pas le temps de le faire.
Fait que retour à Montréal un peu malgré moi, puis à force de m'adapter à la ville, je voulais plus travailler en restauration, mais finalement je suis retombé en amour avec ça. C'est là que j'ai rencontré mon associé David Ward. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé aussi à travailler les vins plus naturels. Avant, je connaissais pas full ça. Là. Moi, je pensais les grands vins, c'était le Bordeaux puis Bourgogne. Puis j'ai fait le tour de ces régions-là, puis j'ai pas trouvé le grand vin que je pensais trouver là-dedans. Puis je l'ai trouvé en me chicanant avec mon partner David Ward. Pour de Dans vrai? une bouteille de Beaujolais. Ah oui, c'était Comme quoi? tout le monde, là. C'est ça, c'est comme le classique. Ben, c'était du Fleury de Yvon Métra. Puis c'est très drôle parce que pour moi, j'étais très théorique, très technique dans le vin. Puis lui, il servait ça dans des verres à Bourgogne, comme de luxe. Puis j'étais comme, tu sais, ta gueule, là. Attends, tu peux pas faire ça, c'était illégal. Du gamay dans des verres à Bourgogne, tu sais, jamais. Fait qu'on s'est destiné. Fait que finalement, j'ai fini par en boire un verre dans un verre à Bourgogne. Puis ma vie a changé de bord. Ah, J'étais comme, wow. holy shit, c'est fucking bon ça. Comment ça vaut déjà? Ouais, 30$. Et tabac. OK, j'en veux plus. Ouais, c'est ça, tu Dis-moi. peux en Ouais, acheter plus. c'est ça. Moi, ce que je me demandais, c'est, bon, fait que là, tu as travaillé à la salle à manger. Quand est-ce que Ward et Associés est né? Ben justement, un soir où on n'avait pas mangé, beaucoup trop bu de vin, sur le coin du bar, à la salle à manger. Fait que, on achète plein de vin à tous ces agents-là. Why not? Nous autres, tu sais. Puis ça partit un peu comme ça. Puis aussi, justement, je pense qu'avec le background, je voyais que j'avais des informations que le Québec avait pas, si on veut. Puis ça a décollé un peu comme ça, là, vraiment tranquillement, sans trop d'investissement, juste un peu brin de folie. Le vin naturel, c'était un peu le début pour moi. Puis normalement, quand je décolle dans ces choses-là, je deviens vraiment, vraiment intense. Fait que là, tout le reste, c'était de la merde, de la cochonnerie. Je voulais plus rien savoir du reste. Puis c'est normal, tu sais, je me suis envahi là-dedans. Fait que Ward & Associés a commencé comme ça. Puis ça s'est vraiment formé avec le temps. Et aussi, ce qui est un peu drôle, avec beaucoup de folie puis beaucoup d'intuition pour arriver où on est rendu là. Puis je pense que c'est vraiment comme ça que je sers du vin. Tu sais, des fois, les gens me captent pas. Moi, je les capte. Je l'apporte ailleurs. Des fois, ça choque. Des fois, ça choque pas. Mais souvent, c'est des résultats vraiment différents. Puis c'est ça que je fais. Puis maintenant, est-ce que tu es aussi dogmatique envers le vin nature versus vin conventionnel? Non, je pense qu'il faut pas se leurrer puis essayer de dire la vérité, mais je pense comme dans tout ce qui nous entoure, de surjuger ou de banaliser ou d'embarquer dans un... C'est de pousser les choses à l'extérieur de ce qu'ils sont, ça peut blesser, en fait. Puis je pense que c'est pas notre job. Puis si moi j'aime le vin nature, j'aime autant le rendre positif ou donner tout ce qu'il y a de positif à ça, sans être obligé de banaliser ce qui entoure. C'est triste d'un point de vue agriculture plus que d'un point de vue produit final. Dans le fond, si je ne veux pas le boire, le vin classique, je le bois pas, puis je bois ce que je veux boire. Mais d'un point de vue agriculture, ça peut faire un peu plus mal. Parce que souvent, c'est des grandes surfaces, pour faire avoir le volume, tout ça. Puis la planète est là, non, rien à battre là, de tout ça, là, elle est là. Fait que sur ce point de vue-là, oui, je suis prêt à me défendre, mais le reste, les gens font ce qu'ils veulent. Là. Tu parlais de ta spécialisation, des connaissances particulières. Tu dis que tu es resté à Berlin. Le 2020 que vous avez ouvert, je pense que tu es copropriétaire là aussi. Oui, exactement. Il y a une orientation vin nordique. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Est-ce que c'est ça, tes particularités que tu connais? Oui. Exactement. En fait, le vin nordique, mais je pense que ça fait partie aussi un peu d'un hasard. Ben, ça part de Berlin, là, comme tu as mis le doigt dessus, dans un sens... je travaille dans un restaurant italien à Berlin. On servait du vin italien. Sauf que, tu sais, il y a certains clients qui m'ont lancé « Tu devrais aller voir cette place-là en Allemagne, c'est bon ce qu'ils font. » Puis j'étais comme, pour moi, c'était du Riesling sucré, puis c'était ça. Puis éventuellement, juste avant de partir, j'étais allé dans une grande dégustation, puis j'ai vraiment goûté des super jus secs, vraiment faits différemment. Puis je suis parti un peu là-dessus, fait que tu sais, je savais qu'il n'y en avait pas au Québec, fait que ça c'était le premier filon. Mais après ça, c'est devenu beaucoup plus. Puis je pense aussi, il y a on va dire un jeu du hasard, mais aussi toute la gastronomie en général elle a changé dans ces moments-là. Pour ceux qui connaissent le monde des restaurants, disons le Noma à Copenhague commence à prendre la place, même Montréal de plus en plus en travaillant les produits locaux. Fait que tu sais, le vin suit aussi une forme de tendance, là, ce qu'on est nous. Puis on travaille beaucoup avec de vin sans soufre, presque majoritairement.
Puis j'avais pas toujours les bons résultats sur les vins plus au sud. Tu sais, encore là, pas pour les banaliser, mais dans le côté cristallin, le côté pur que je voulais des vins sans soufre, j'avais des moins bons résultats de transport, tandis que dans le nord, les pH sont plus hauts, il y a plus d'acidité, fait que ça fait que les vins sont un peu plus solides. Puis j'avais plus de plaisir à les transporter, mais aussi c'était un marché plus, on va dire, vide, dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de producteurs, fait que ça nous a donné vraiment un immense terrain de jeu à essayer de les convaincre au début, à trouver les premiers qui ont commencé à explorer, puis à rentrer dedans avec tout ce monde-là en les influençant directement, en leur ouvrant des supermarchés. Fait que d'un point de vue humain et artistique, c'était vraiment débile parce que j'étais tout seul à faire ça. Puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est ça c'est devenu un travail de communauté, plus que comme « Ah, j'ai trouvé le meilleur, il va travailler avec moi, yeah, wouh! » C'était vraiment le contraire, c'est genre « Écris ça, je commande ça, je vais être capable de le vendre, mais c'est tellement bon, je pense qu'ils vont comprendre. » Fait qu'on est parti là-dedans, puis après ça, c'était non-stop Allemagne jusqu'à maintenant, là, c'est la Hongrie, j'ai fait tout le cercle. Puis ce que ça apporte aussi, ça, c'est encore là, on va dire un jeu du hasard ou peut-être pas, mais ça met aussi beaucoup en valeur les vins plus naturels qu'on fait au Québec, parce qu'ils sont un peu dans cette tonalité-là aussi. Puis ça fait que les gens sont déjà un peu plus habitués, fait qu'ils ont moins d'a priori, on va dire, pour le Québec. J'ai pas sauvé le vin du Québec, on s'entend, mais c'est que le palais est un peu plus aiguisé, habitué. D'ailleurs, vous avez fait une cuvée spéciale avec, je sais pas si je vais le prononcer comme faux, Stromaillère. Comment qu'on prononce ça? Ouais, c'est ça, tu peux. On peut n'ira pas dans les détails super. au Québec, à Montréal. Je suis trop meilleur, moi. OK. Et puis, moi, je l'ai goûté cet été, puis c'était comme, ça m'a pété dans la gueule, c'était vraiment bon. Comment qu'on fait une cuvée en collaboration comme ça avec des gens en Allemagne? Sont allemands? Ça, c'est autrichien, mais on va dire germanique. Pardon, germanique, voilà. C'est bien correct. Ben non, mais tu sais, c'est toujours un fruit du hasard. Je pense que c'est ça. On travaille le produit. Tu sais, le produit final que vous voyez, c'est du vin, mais derrière ça, c'est pas ça qu'on travaille 100%. Tu sais, on raconte des histoires, OK, oui, mais aussi, tu sais, on fait du day-to-day dans le sens que on communique avec eux. Dans ce cas-là, c'est juste, je suis passé là, puis c'est un de mes amis, c'est un de mes producteurs préférés, puis on goûtait des trucs, puis tu sais, je laisse les producteurs faire, mais là, j'ai fini la dégustation, puis je suis comme, tu sais, Franz, c'est son nom, le producteur, je suis comme, cette barrique-là, je suis pas capable de me l'enlever de la tête, c'est ben trop bon. Comme, tu sais, je t'ai jamais demandé ça, mais t'es-tu game de l'embouteiller juste pour nous? Puis ben, il m'a regardé dans les yeux, il a fait, why not, Alex, tu sais? Fait que c'était ça. OK. C'est une intuition, c'est c'est trop bon, puis tu sais, on se connaît bien, on est des amis, j'ai posé la question, il a dit oui, on l'a fait, puis on a eu, c'est juste chimie aussi, c'est le nom était drôle, là, puis voilà. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que il y a comme une espèce d'histoire spéciale avec Kopitch. Est-ce que ça se peut que vous les avez... Tu peux-tu m'en dire plus? Oui. Ah ouais. Ben ouais, c'est clair. Ben, tu sais, c'est toujours drôle parce que c'est vraiment aussi un peu de leur perspective. Mais ben, c'est ça, c'est là, encore là, on vend du vin, OK, fine, c'est un métier, mais on travaille aussi avec des individus qui parfois sont fantastiques, comme les Kopitch. Mais c'est très drôle parce que c'est des super humains qui, historiquement parlant, ils ont accès à des fruits, un terroir fantastique, des vignes fantastiques aussi. Mais c'est des gens qui n'étaient pas capables de se mettre en marché, on va dire. Parce que les autres, c'est comme... Tu sais, l'exemple que je donne, c'est le fun d'un kid ou une fille qui décolle du domaine de ses parents, puis tout ce qu'elle a à travailler, c'est de se différencier, donc elle peut aller n'importe où. Eux autres, ils n'ont rien à changer. Ils ont juste que les autres les voient différemment. Puis ben, je sais pas tout ce qui s'est passé, mais on a fait que la planète au complet veut du Kopitch à cette heure. On est devenus des amis, on a bien scarré, mais en même temps, c'est pas juste je. Quelqu'un qui répond pas, artistiquement parlant, à une vision, tu t'avances pas plus, mais les Kopitch, ils ont été on point, ils ont avancé, ils ont cru, ils m'ont cru, on s'est cru ensemble, puis ben là, il y a un beau résultat parce que c'est ça. Puis tu parles de rencontres, on parlait avant d'être en onde que, bon, c'est des agriculteurs, on parle de la terre. Tu sais, il y a beaucoup... je pense que ça parle de la terre, de l'espèce d'écosystème, l'écosystème des personnes aussi. T'as-tu eu des rencontres, justement, dans ton parcours qui ont été particulièrement marquantes? Oui. Ouais, ben, Franz Stromaillère, c'est, on va dire, le premier. Celui qui a fait toute l'ouverture. Qui m'a permis de croire en moi, tu sais, de faire comme je suis tout seul, à regarder le Nord de même, puis à faire comme ça va se passer, ou tu sais, je suis vraiment juste gaga.
Puis lui, c'était comme, il faisait pas juste du vin naturel, là, c'était une culture dans sa tête. C'est un agriculteur phénoménal. Et un grand humain, on est devenus amis vite, même s'il y a une culture différente. C'est sûr que je parle un peu allemand, fait qu'on a pu connecter un peu plus vite. Après ça, Rudolf Trossen en Moselle, aussi un peu âgé, mais tu sais, les Schmitt, Bianca et Daniel, plus jeunes. Bianca, c'est une révélation. C'est la première fois avec Bianca que j'ai goûté un vin. Tu sais, je l'ai vue la première fois, elle était enceinte, elle pouvait pas parler, elle était dans un coin. J'ai goûté ses vins, j'étais genre « Fuck, what's going on? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? » 1 an de temps avant d'y rendre visite pour aller trouver c'est quoi cet ingrédient magique-là. Pour la première fois me rendre compte que c'est elle. Elle apporte une magie dans ses vins que si tu l'enlèves puis je vais vinifier, ça goûtera pas pareil. Puis ça, c'était fantastique. Puis on est devenus, tu sais, on fait de la business ensemble, mais c'est le sideline de ce qu'on est, là. Tu sais, c'est des amis, là, genre, on bosse plus ensemble dans le vin. Je vais aller en Allemagne les visiter. Mais c'était fou de trouver une personne comme un ingrédient magique dans un produit. C'était une révélation. Qu'est-ce que tu penses du vin nature? Est-ce que tu as une définition? Il n'y a pas vraiment de définition en ce moment. C'est un peu un mot valise. Ton opinion là-dessus? Ben oui, j'ai une bonne définition. Ben, du moins, elle est assez claire, sauf que elle se vit un peu tous les jours. C'est que, tu sais, peu importe s'ils font une définition, un cadre, une législation, non, pas de non, un bon vin naturel, t'es pas obligé de savoir tout ça, ça se goûte instantanément. Les gens qui vont le faire aussi instantanément, tu vas les regarder, tu vas faire comme, OK, il n'y a pas de leurre. C'est normal que dans l'idée du marché, on l'encadre. Pour le moment, vin naturel, ça semble être correct. Mais on voit déjà plein de grandes compagnies qui commencent à jouer avec le terme. Mais je suppose que c'est inévitable. Mais la seule chose qu'ils sont jamais capables de faire, c'est un vrai vin naturel. Ou, comme je dis, c'est comme un peu une magie des fois, ces vins-là, là, où tout l'aboutissement de la terre derrière l'humain au vin. Puis même le client aussi fait partie du vin naturel qui le boit, puis qu'il l'apprécie, puis qu'il le partage, puis qu'il a un sourire. Mais jusqu'à maintenant, moi, j'en ai pas goûté par ces plus grandes compagnies-là qui ont fait cet effet-là. Fait que le vin naturel, c'est comme nous. Est-ce qu'on est naturel ou pas naturel d'habiter sur la planète? Est-ce qu'on a une catégorisation de nous? Je ne sais pas. Pas encore, mais ça peut s'appliquer comme ça. Pour le moment, moi, j'en ai pas besoin. C'est juste que quand les gens me demandent, pour moi, un vin naturel, c'est un vin qui a 0 intrant, qui est cultivé de manière la plus pure possible, mais aussi, c'est que c'est dit. T'sais, c'est ça que j'ai fait. J'ai mis un peu de SO2. Ben ça s'est passé parfait, pas de trouble. Ça veut pas dire que c'est pas naturel. C'est naturel aussi. C'est juste que pour moi, il y en a qui aboutissent au complet puis qui sont vraiment bons jusqu'à la fin. Pour moi, c'est ça. Tu parlais que tu étais à Berlin, que tu avais fait des rencontres là. Comment est-ce qu'on va chercher un vigneron, justement? Puis comment qu'on l'approche? C'est quoi le processus de... Là, tu as eu un coup de cœur, tu es allé en Hongrie, puis là, tu te dis, ben moi, je veux vous importer au Québec. C'est quoi le processus? Tu sais, je pense que la première chose, c'est qu'il faut que tu veuilles. Tu sais, disons, faut que tu veuilles trouver un vigneron pour importer du vin. Faut que tu aies déjà cette ambition-là. Après ça, il faut que tu le cherches. Mais c'est comme un peu tout, c'est une approche différente. Tu sais, je sais pas, moi, je me fie beaucoup à mon instinct. Fait que des fois, c'est toujours drôle. Je me demande tout le temps si c'est moi qui les ai trouvés ou c'est eux qui m'ont trouvé. Fait que c'est un jeu qui se fait, mais il faut quand même commencer quelque part. Disons, j'ai commencé quelque chose, puis là, il y a des échos de ça. Puis ça vaut aussi même chose, c'est comme dans ce qu'on est, on a des téléphones, tout ça, qui nous connectent. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on a cette forme de connexion-là sans avoir de téléphone, avec certaines personnes, certaines choses. Puis des fois, tu lances des affaires dans les airs qui retombent ailleurs que tu penses. Fait que, oui, ça, c'est la base dans ma tête à moi, mais logiquement, il faut quand même que tu les trouves souvent disons, dans des salons où tu travailles avec quelqu'un qui dit hey, lui, il va le voir, ce kid-là. Je parle kid, ça peut être gars, fille, peu importe, vieux, âgé. Mais va voir eux, c'est en train de changer, c'est vraiment bon. Tu vas goûter là-bas, tu te déplaces ou ils t'envoient des samplers, peu importe. Puis, souvent, moi, c'est comme... Tu finis par feel the vibe, tu finis par voir le potentiel, le marché, ses prix, tout ça. Puis après ça, c'est une décision de logistique. Là, comme, OK, oui, je bosse avec toi. Mais tu sais, je pense que les personnes qui pourraient mieux comprendre ce qu'on fait des fois, c'est ceux qui ont des galeries d'art, disons. C'est comme un peu, tu peux bien signer un artiste pour la peinture que tu sais que tu vas vendre tant, mais normalement, il faut que tu regardes l'entité du boulot parce qu'année après année, il peut te pondre des affaires weird, pas weird.
Fait que tu choisis ces individus-là pour leur entièreté. Fait que c'est vraiment ça qu'on fait aussi. Moi, quand je choisis quelqu'un, il faut pas que ce soit un one-hit wonder. Ou du moins, j'espère que ce soit pas ça. Il faut que ce soit comme... Bon, mais comme les Kopitch, j'ai vu quelque chose 5 ans avant ce qu'eux, ils voient. Puis c'était intuitif. Puis j'ai fait comme... Ben, mon associé aussi, là, on les book. On se croise les doigts. C'est moins top là, mais on verra où ça va aller. Puis tu vois, ça a fonctionné. Il y en a que t'es comme, tu fais la file, puis t'es genre, s'il te plaît, choisis-moi. Moi, je veux t'avoir, t'es le meilleur. Puis là, tu sais, c'est ça, c'est plus cruel. Il dit, non, c'est lui que je veux parce que... C'est ça, ou c'est elle que je veux parce qu'elle est plus gentille. Mais c'est ça. Ça ressemble beaucoup à un jeu artistique, tu sais, de qui, quoi, où. Là, on est dans une jolie position en ce moment, mais ça ressemble quand même un peu à ça. Comment est-ce que vous vous mettez d'accord avec David si vous choisissez un vigneron que vous a apporté dans votre portfolio? Comment ça se passe? Je veux dire, toi, tu parles d'instinct. J'imagine que est-ce que David il est très différent de toi? Est-ce que ça se fait en complicité? Est-ce que vous êtes complémentaires? C'est quoi la... On est complémentaires, je pense. De plus en plus, on est complémentaires. Il a trouvé... Tu sais, David, on travaille ensemble. Il y a une autre manière d'entre-gens avec les gens. Il a fait énormément pour Wild Associé. Mais une des grandes choses qu'il a faites, c'est qu'il a laissé aller ma folie complètement aussi. puis c'est vraiment hot. Là. Je le remercie encore là, pour ça. Mais aussi, on a, malgré cette différence-là, si on veut qu'on a, il a su me comprendre. Puis j'ai su aussi le comprendre dans le sens qu'il y a des affaires que j'ai pas fait, que j'aurais peut-être fait, mais que, OK, non, on est ensemble, on le fait. De cette manière-là, c'est mieux. Mais oui, on se complète énormément, mais il y a une grosse partie de cette folie-là qui vient de moi. Mais tu sais, sans David, dans un certain sens, ça serait jamais arrivé. De toute façon, si c'est arrivé avec David, too bad, c'est pas juste ça. Mais oui, tu sais, l'instinct, le flair, c'est plus un peu moi. Puis c'est ça. Puis vous étiez les deux au départ déjà? C'est vous autres qui avez starté? Ouais, on était 4. Puis là, mais après ça, moi, David, après ça, Martin Junot, puis Samuel Pinard qui était à la salle à manger. OK, ouais. Plus comme actionnaire à côté, mais Martin il a décollé son truc, voilà l'importation. Puis c'est correct, là, ça s'est super bien terminé. On a encore des bodies. Sam, je le vois moins un peu, il fait d'autres trucs, mais on est juste moi puis David, puis là, on pense peut-être avoir d'autres actionnaires bientôt. Ah, cool. Quand tu vas en sac, qu'est-ce que tu achètes? Ben là, qu'est-ce j'avoue que tu suggérerais? Ouais. J'avoue qu'en ce moment, j'achète beaucoup de Wild Associé, puisque c'est mes vins. Mais c'est exactement... Je dis ça parce que ça apporte sur l'autre point, mais j'essaie beaucoup d'encourager les amis importateurs. Fait que, tu sais, oui, je sais un peu ce que je veux, tu sais, par rapport à tout ça, mais, tu sais, quand je sais pas trop, je vais voir, c'est un produit Unopol, OK, cool, c'est un produit de la cuvée, c'est un produit, c'est tel ami qui a une petite agence, qui a un vin, OK, c'est cool, je vais essayer. Fait que, tu sais, je me fie beaucoup à ça, personnellement, quand je fais mes choix. Ben, moi aussi, puis maintenant, il y a un filtre sur la sac pour savoir Exactement. Quelle agence importe quoi. T'es moins pris au dépourvu, tu sais, comme, je voulais ce vin-là, qu'est-ce que je fais? Là, tu viens en crise d'angoisse. Comme, ben, il est pas là. Ouais, là, c'est cool, parfait, on y va. C'est vrai. Un cépage que tu trouves qui est sous-estimé? Dans un certain sens, ils sont tous sous-estimés. Ah ouais? Parce qu'ils sont normalement exploités dans un but précis au lieu de juste laisser aller. Mais les hybrides, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. J'ai beaucoup de vignerons là, en dessous de la table qui sont en train de les planter. Parce que c'est pas juste un... Tu sais, on cultive des cépages pour avoir des résultats. Puis on oublie aussi une base, c'est que pour cultiver un cépage, il faut que tu l'implantes dans un sol quelconque. Puis tu sais, c'est pas juste une affaire de terroir. Là, c'est comme, j'ai tel type de roche fantastique, je vais faire un grand vin. Moi, je pense que là, on saute une étape. Mais d'un point de vue agriculture, les hybrides, ils ont certaines protections vraiment intéressantes qui te font mettre moins de produits pour avoir des super beaux résultats. Puis maintenant, avec les techniques de vinification, comme disons, les vins de macération, rosé, moins de macération pour les rouges, etc. Avec cette ouverture-là, on peut extraire des super belles choses des hybrides. Je n'en même pas de nom, mais les hybrides en général. Ouais. Sinon, encore là, il y en a plein. Il y en a toutes sortes. Le Veltlin, qui est en Europe centrale, Gruner Veltliner Veltlin. Mais je trouve que beaucoup des vignerons avec qui je bosse les exploitent assez bien. Mais il y a toujours des surprises. Le Chardonnay, tu peux toujours être surpris de faire comme c'est donc bien bon ça. Ouais, c'est du Chardonnay. Ouais, OK, let's go. Fuck, j'ai une affaire à voir, tu sais. Mais pourtant, c'est une autre dimension que tu n'avais jamais vue de pourtant un cépage très connu, tu sais. Le Sauvignon blanc, des fois, t'es comme... Mais ça, c'est des idées préconçues. Fait que dès que tu changes de perspective, surtout quand les vignerons changent de perspective, wow, là, on peut avoir des super beaux trucs.
Puis justement, y a-tu des dégustations que tu as faites comme ça, que tu as faites? T'as-tu un souvenir d'un cépage que tu as goûté puis tu as fait fuck? C'est un vin, genre, en particulier que tu as fait, mon Dieu, c'est quoi ça? Puis que c'était quelque chose qui était, que tu connaissais? Ben ouais, oui. Mais tu sais, encore là, il peut y avoir des tonnes d'histoires, mais disons, si je l'applique un peu plus à moi, c'est un vigneron qu'on a commencé à travailler avec un an et demi. Ça s'appelle Verlich. C'est dans le sud de l'Autriche. Puis lui, c'est comme un genre de coteau, c'est juste du Sauvignon blanc, Morillon, Chardonnay, au Welsh Riesling. Puis c'est un gars qui travaille vraiment bien l'agriculture, puis il fait des vins, justement, Morillon, Chardonnay, ou même c'est Sauvignon blanc. Il y a une dimension tellement spéciale, tellement unique. Puis bon, je suis allé visiter, on a vu tout le système, puis il nous a montré comment il travaillait son sol, puis c'est complètement fou. Il y en a qui doutent encore un peu là, que le sol en tant que tel peut apporter une forme d'arôme un peu spéciale. Mais quand tu fais le tour chez eux, c'est indéniable. Tu prends de la terre, tu sens, tu prends son vin, tu sens, puis t'es comme, ah, là, t'as pas mis de la poudre, t'as de magie là-dedans. Là. C'est là. Mais tu sais, ça arrive pas par hasard. C'est un thème de culture. Mais ouais, lui, chez eux, ces 3 cépages-là, ils ont pris une autre direction pour moi. Moi, j'appelle ça des standards, si on veut. Là. C'est comme mon numéro 1, que je juge de gauche à droite. Là, mais celui-là, c'est mon benchmark. Ben là, lui, il m'en a apporté des nouveaux, puis j'étais comme, waouh, c'est super. Tu sais, t'es ton intuition que tu as eue, puis pour moi, un vin, j'en suis pas au point où est-ce que je peux te décrire exactement ce que je goûte, les goûts, etc. Mais je peux te dire que là, j'ai une émotion où ce que j'ai vraiment aimé, c'est ne pas aimer un vin, mais vraiment pas, tu sais. Ça aussi, j'ai trouvé ça super trippant parce que c'était comme une grosse émotion que je pouvais décrire, tandis qu'un vin qui me laisse indifférente, ça, c'est comme... Mais est-ce que tu penses justement que tes coups de cœur, l'émotion qu'il y a dans le vin, c'est un peu ça aussi qui fait que ça fonctionne puis que ça radie, tu sais, puis que, tu sais, mettons, les Kopitch, pour en nommer un exemple que tu as cité plus tôt, que maintenant, cette sensibilité-là, cette émotion-là touche plus de gens. Tu sais, il y a comme une raison qui est comme... C'est comme un petit cercle qui fait des cercles qui affectent tout le monde, tu sais. Fait que c'est un peu ça que j'ai l'impression que tu vois pour le Québec. C'est-tu dans ma tête ou... Non, clairement. Clairement pas, c'est ça. C'est ça. Il y a toutes sortes de théories autour de ça là, qu'on peut rentrer. Mais tu sais, justement, un peu le même thème là, tu sais, c'est comme le principe des views sur Instagram où c'est qu'une fois que le mouvement est parti, il y a de plus en plus de gens qui le captent puis qui le comprennent. Puis tu sais, dans le vin nature, on le voit, dans le vin naturel ou dans le vin nature, on le voit de plus en plus. Tu sais, les adeptes arrivent avec une autre perspective, sont de plus en plus enclins à faire 2-3 erreurs, tandis que il n'y a pas si longtemps, c'est genre « Hey, écoutez ça, c'est pas bon, je veux plus rien savoir ». Les gens se donnent une 2e, une 3e, une 4e chance. Puis tu as apporté un point fantastique que les gens sont pas habitués à avoir des montagnes russes quand ils goûtent des choses. Faut que ça soit tout le temps une espèce de zone très sécuritaire. Tu sais, la première fois que t'aimes pas un vin, il y en a qui voient ça comme un... Ah non, moi, le vin de vin de même, c'est plus bon. Mais disons, pour moi, ça me rend comme un peu fâché. Genre, ah ouais, c'est pas bon ça, mais c'est sûr qu'il y en a des bons de bord, tu sais. Fait que là, tu pousses un peu plus, mais c'est vraiment une bonne manière de le voir. Puis c'est peut-être ça qu'on est en train de découvrir, c'est que, puis ça se reflète dans tout ce qu'on est, tu sais, même dans ce qu'on est individuellement. On est en train de découvrir des choses sur nous qu'on n'aurait jamais pensé qu'il y était. Mais le vin, c'est un peu ça aussi. Mais tu sais, de pas aimer un vin, c'est aussi un peu l'apprécier. Surtout si tu le considères dans cette communauté globale-là. Puis oui, au Québec, ça va être ça. Tu sais, il va y avoir des vins qui seront forcément pas bons. Mais de temps en temps, il va y en avoir des top-notch qui vont sortir, puis ça va être vraiment trippant, puis on va avoir du plaisir à les boire. Puis il y en a déjà qui sortent. Là. Ben, moi, ça fait le tour. Où est-ce qu'on peut trouver tes vins, etc.? Ben, vous pouvez venir me voir à Longueuil, mais c'est pas la meilleure place pour ben du monde, parce qu'il y a un gros pont vert qui nous sépare, mais vous êtes les bienvenus. Mais 2020, mais j'avoue que ces derniers temps, un peu... j'essaie d'être calme. Mais tu sais, dans tous les salons, souvent, je suis là. Les vins peuvent être bu un peu partout, je pense. Puis je suis bien content. Merci tous les restaurateurs de Québec. Au 2020, mais tu sais, c'est là où je m'implique un petit peu dans la carte de vin. Fait que si vous voulez comprendre un peu mon style de comment boire, je le fais avec Nico. Là. Principalement, c'est Nico, mais tu sais, j'apporte quand même une petite plume. Puis c'est là, je pense que si vous voulez comprendre un peu mon univers, c'est une des belles cartes de vin pour aller voir ce que je suis puis ce que je fais. C'est une très belle carte de vin. Ouais, très abordable. Ouais, on travaille fort là-dessus. Ben, je te remercie beaucoup. Merci à toi, c'est un plaisir, vraiment. Ouais, vraiment. Fait que, ben, bonne soirée. Bonne soirée.
Vous venez d'écouter L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. Si vous voulez rien manquer des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi qu'à la page Instagram. Le balado que vous venez de déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal.